La malhonnêteté intellectuelle de certains soi-disant sachants africains le conduit le plus souvent à nous faire voir coûte que 2 et 2 font 7. Le Sahel, notamment l'espace compris entre le Mali, le Burkina et le Niger, est objet de violences inouïes de la part des groupes qui se réclament de l'islam depuis déjà plus d'une décennie. Nous avons assisté à des spectacles insupportables, de violences inimaginables qui ont suscité l'émoi, en tout cas chez tous ceux qui sont dignes de l'humanité. Ce problème débuté au Mali à partir de 2012, notamment dans sa partie septentrionale, s'est étendu progressivement au centre et même au sud. Et comme une métastase, s'est répandue jusqu'au-delà de nos frontières pour embraser le Burkina et le Niger. Ces agissements criminels de ces groupes qu'on appelle groupes djihadistes ne peuvent et ne sauraient se résoudre à la seule expression d'une idéologie obscurantiste telle que les médias ont voulu nous faire accroire depuis des années. D'ailleurs, une question fondamentale se pose. Pourquoi, depuis déjà des décennies, aucun média, aucune étude de ces soi-disant champions en lutte contre le terrorisme ne questionne sur la réalité de ce phénomène? Est-ce que quelques voyous, quelques radicaux peuvent se regrouper dans un pays et mettre en échec toute une armée nationale d'un État, 2, 3, 4 et même une zone entière, géographique entière? Est-ce imaginable? Là, les questions de moyens se posent et de formation. Quelques groupes peuvent se réunir et attaquer l'armée de tout un pays avec tous les moyens que nous connaissons. Ça veut dire que le vrai problème jusque-là n'a pas été posé. Est-ce que cette terreur n'est pas un business pour certains? C'est ce qu'on essaie de voir. Certes, la question de l'idéologie existe, qui peut attirer des jeunes en déshérence, qui peuvent y voir une voie d'exprimer leur colère et leur frustration. C'est un moyen pour d'autres, parce que les chefs djihadistes distribuent des dollars. Et d'où viennent ces dollars? Pour satisfaire leurs besoins, essayer de sortir de la misère. C'est évident. Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et quelle est la partie immergée de l'iceberg la plus importante qu'on nous cache? Ça, c'est l'implication des acteurs étatiques, au premier rang desquels nous avons l'Algérie, la France et les États-Unis, et même les monarchies du Golfe, du monde arabo-persique. Telle est la réalité. Comment cela se déroule?
quels sont les enjeux, quels sont les intérêts des uns et des autres, eh bien c'est ce que je vais vous démontrer tout à l'heure. Pour vous permettre de mieux comprendre cette réalité choquante, il est indispensable de prendre en compte un certain nombre de facteurs que j'appelle la matrice contextuelle. Quelle est la nature du régime algérien au pouvoir depuis les années 1992? La méconnaissance de cette réalité empêche plusieurs faux experts de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Est-ce que l'Algérie est gouvernée par un régime démocratique ou un régime autoritaire? Un régime civil ou un régime militaire? Qui détiennent les réalités du pouvoir en Algérie depuis la guerre civile des années 1990. Cette problématique est essentielle quand on veut comprendre ce qui se passe actuellement dans les Sahel et l'attitude condescendante de ce pays à l'égard de ses voisins sahéliens. Sahel que les Algériens considèrent d'ailleurs comme leur arrière-cour. Les autorités maliennes l'ont rappelé récemment lors d'un communiqué adressé à l'Algérie pour ses manœuvres d'hostilité à l'égard du Mali, à travers l'instrumentalisation des groupes hostiles au gouvernement du Mali. Il faut d'abord intégrer définitivement que le régime algérien est un régime militaire à façade civile. C'est un régime militaire à façade civile. Très important à retenir, qui a pris le pouvoir dans ce pays depuis 1992. Cette date aussi me semble extrêmement importante. Ils ont pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État militaire. L'objet immédiat de cette prise de pouvoir manu militari était quoi? L'annulation des élections législatives qui donnait la victoire aux islamistes, le Front islamique du Sali, le fils. Les généraux sont intervenus pour mettre à la touche le président de la République, annuler les résultats des élections législatives et s'installer au pouvoir. Ce qui va être un déclic pour l'entrée de ce pays dans le cycle infernal de la violence islamiste. Et tout de suite, les islamistes vont prendre les maquis pour déstabiliser le pays pendant une décennie qu'on appelle la décennie noire. Et au cœur de ce pouvoir militaire, nous avons les chefs de l'armée nationale populaire qu'on appelle ANP, les chefs de la sécurité militaire, c'est-à-dire les renseignements militaires, la police politique
qui est devenu le DRS en 1990, c'est-à-dire département du renseignement et de sécurité. Les généraux au pouvoir étaient pour la plupart liés à la France, malgré l'imagination populaire qui donne les généraux algériens comme des anti-impérialistes, des anti-français qui ne se laissent pas faire, etc. Ils sont le plus souvent liés à la France et les États-Unis. Donc, le gouvernement qu'on installe, ça c'est la façade civile pour donner l'impression qu'on est dans un régime civil démocratique. Mais le pouvoir est entre les mains des généraux. Ce pouvoir également est l'héritier direct du régime autoritaire des années 1960, après la guerre de libération. Et donc, voilà la matrice contextuelle qu'il faut prendre en compte dans l'analyse pour savoir comment fonctionne le régime algérien et qu'est-ce qui s'est passé réellement dans les Sahel, c'est à quel niveau de décision se déroulent toutes ces complicités et ces manipulations des groupes terroristes qui n'est en fait que la fabrication des généraux algériens qui obéissent à la volonté de la France, mais surtout des États-Unis. Comment tout cela se passe? Il y a un axe majeur dans la guerre civile algérienne qu'il faut aussi savoir. C'est ce que nous allons essayer de vous démontrer tout à l'heure. Le GIA apparu depuis 1990 en Algérie, c'est un groupe islamiste qui était l'objet de la guerre de l'armée algérienne, a été considérablement affaibli par l'armée de ce pays. Et à partir de 1996, les officiers algériens vont réussir à affaiblir considérablement les islamistes. Ils parviendront à infiltrer le groupe islamiste GIA et à imposer leurs correspondants, les correspondants de leur service secret, le DRS, département du renseignement et de sécurité, à la tête des katibas de ce groupe terroriste. Donc une manipulation après l'infiltration du GIA, la manipulation directe à travers les leaders terroristes qui les ont aidés à éliminer l'essentiel des chefs ou cadres terroristes hostiles à l'État algérien. Ils avaient pris en fait le contrôle du GIA à partir de 1996. Quand on prend le contrôle de ce groupe terroriste, l'objectif n'est pas de l'anéantir définitivement parce que ça va maintenant servir comme instrument aux généraux au pouvoir pour consolider leur pouvoir et passer d'une étape à une autre pour se donner une légitimité internationale parce que à partir des attentats du 11 septembre aux États-Unis, la donne va changer et ça sera perçu comme une opportunité
ou ses généraux, à travers leur terrorisme chez eux, de s'imposer dans l'Afrique du Nord et dans le Sahel comme interlocuteur incontournable des États-Unis et de l'Europe, afin de se donner une légitimité qui avait été altérée par l'écho mondial des exactions qu'on reprochait aux généraux algériens. Ces groupes islamistes, contrôlés désormais à partir de 1996 par les services secrets algériens, c'était tellement évident que les Algériens appelaient les groupes terroristes comme les groupes islamiques de l'armée. Parce que tous les cadres que vous connaissez n'étaient en fait que des pions, des agents des services secrets algériens, le fameux DRS, Département du renseignement et de sécurité. Abou Zeid, chef terroriste, dont le groupe déstabilise le Sahel, était un agent du DRS algérien. Belmokhtar, impliqué dans la contrebande puis dans le terrorisme, était un agent du DRS algérien. Abderrazak El-Para, qui est auteur en 2003 de la prise d'otages de plus d'une vingtaine d'Occidentaux, est un agent des services secrets algériens. Le fameux Yad Agali, qui est aujourd'hui le chef du JNIM, est un agent du DRS algérien, service secret de ce pays. Dans les années 1990, puisque les généraux ont infiltré les groupes islamistes, ils les manipulent directement à travers leurs satellites, leurs correspondants installés comme chefs de ces différents groupes. J'allais oublier Drougdel aussi, qui est un agent du DRS algérien. Et donc, à partir de 1997, les généraux algériens vont utiliser ces groupes islamistes qu'ils manipulent, qu'ils contrôlent effectivement depuis 1996 pour commettre des massacres de masse, mais dans le cadre de la lutte des clans au sommet du pouvoir. Et nous allons maintenant voir quelle est la force de ces militaires dans les rouages du pouvoir en Algérie. Quelle est la façade démocratique de ce pays? Comment ils achètent les forces politiques? Comment ils parviennent à manipuler ces groupes terroristes qu'ils utilisent en Mauritanie? Pour quel but? Au Mali et dans d'autres zones géographiques. C'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce qui fait la force de ces généraux et comment ils constituent, ils composent, ils fabriquent la façade démocratique de ce pays? Vous savez, le cœur de la richesse nationale de l'Algérie, c'est son Sahara, le Sahara pétrolier, la zone de production pétrolière. La zone, en clair, la zone où le pétrole et le gaz sont exploités. Malgré, même dans les pires ères de la guerre civile, cette zone a été épargnée par la violence terroriste entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est
les exportations de ces hydrocarbures et les importations des biens de consommation qui constituent la source d'enrichissement personnel des généraux au pouvoir en Algérie. Ces rentes leur permettent de s'aliéner une cohorte significative de responsables politiques et de membres de la vraie fausse société civile qui compose la façade démocratique de ce pays. L'argent de la corruption, l'argent sur les commissions occultes, sur les exportations et les importations, contrôlés par les généraux, constituent les circuits de corruption. Ils leur permettent de s'aliéner des forces politiques et sociales qui composent en fait ce qu'on appelle la façade démocratique de l'Algérie. Et donc, une fois cela garanti, ils deviennent forts puisqu'ils ont l'argent. Vous comprenez maintenant pourquoi leur terrorisme évite les zones de production pétrolière. En tout cas, jusqu'en 2012-2013, il n'y a pas eu un seul incident terroriste dans ces zones-là. N'est-ce pas évocateur? Au-delà de ça, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis vont changer la donne. Les généraux Lamari Belkhaïr, les généraux Médiane, les généraux Médiane et d'autres responsables du DRS algérien vont voir ça. Ah, ça c'est une opportunité pour nous. Nous avons commis des massacres lors de la guerre civile. Des instances internationales nous en veulent et l'écho mondial de ces exactions, de ces massacres a altéré notre légitimité et l'image de notre pays sur la scène internationale. Comment revenir sur la scène internationale? Comment redevenir fréquentable? Comment plaire à la communauté internationale? C'est cette conjoncture qui est aux origines de l'improbable Al-Qaïda au Maghreb islamique que nous appelons AQMI. AQMI qui va se trouver au cœur de la guerre au Mali à partir de 2013. Pour le comprendre, il faut faire un petit rappel historique. Vous savez, comme je l'ai dit, à partir de 1996, les Algériens vont prendre le contrôle du GIA à travers les infiltrations et infiltrations qui leur permettent de manipuler directement ces groupes terroristes. C'est alors là qu'ils décident de ne pas mettre fin définitivement au terrorisme parce que c'est utile à l'État algérien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nourrir et entretenir un terrorisme résiduel,
le GIA va disparaître, un nouveau groupe va naître et d'autres groupes éphémères, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, GSPC, qui va naître en 1998. C'est ce GSPC qui va devenir ACMI en 2007. Et l'un des premiers émirs nationaux de ce GSPC s'appelle Hassan Hattab, qui est aussi, tenez-vous bien, un membre du DRS, agent du DRS algérien, c'est-à-dire les services secrets algériens, département du renseignement et de sécurité. Et chez Hassan Hattab et d'autres cadres, les médias vont commencer à parler de lui comme une légende. Il va faire un passage éphémère à la tête de ce groupe. Il y avait d'autres groupes, mais qui ont connu une existence éphémère. C'était encore les créations d'un service algérien pour diviser le GIA, le fragiliser. Le groupe salafiste combattant, le groupe salafiste combattant, groupe salafiste libre, etc., qui vont connaître une existence éphémère. Mais c'est le GSPC qui va être le centre de gravité de tous ces petits groupes qui finissent par fusionner pour donner une ossature puissante. Groupe salafiste pour la prédication et le combat, GSPC, qui est l'ancêtre des ACMI, parce qu'en 2007, ce même groupe va devenir, ce groupe va devenir ACMI en 2007. Les actions de ces GSPC vont se limiter à des accrochages qui ne sont en fait que des mises en scène entre les forces de sécurité et ces islamistes de l'armée algérienne, comme les Algériens qui n'étaient pas dupes aimaient les appeler. Quel était l'objectif des responsables du DRS algérien en maintenant ce terrorisme résiduel à travers le GSPC que eux-mêmes contrôlent? C'était d'abord de canaliser les quelques jeunes révoltés en Kabylie vers les maquis terroristes qu'ils contrôlent, c'est-à-dire le groupe GSPC. Autre objectif, ça permettait à l'État algérien de justifier le maintien injuste de l'état d'urgence. Qui parle de l'état d'urgence parle des restrictions de liberté. Ça permet de consolider le pouvoir des généraux au pouvoir après la guerre civile. La décennie de guerre civile et le maintien de ce terrorisme résiduel étaient suffisants pour briser la société algérienne durablement. Les gens allaient quand même faire, toutes les conditions étaient là pour que les gens ne pensent même pas au pouvoir, au moins pendant 20 ans ou 30 ans. Et c'est ce que voulaient les généraux algériens, c'est maintenir au pouvoir. Ils maintiennent donc ce terrorisme résiduel. Ça permet de s'en prendre à la liberté des citoyens, de commettre toutes sortes d'atrocités. C'est dans ces conditions qu'ils étaient sûrs de pouvoir ouvrir une nouvelle phase politique en organisant l'élection présidentielle, truquée selon beaucoup de rapports, pour amener Bouteflika au pouvoir, qui sera réélu dans les mêmes conditions en 2004, si je ne me trompe pas, et en 2009. Donc, tout était donc réuni pour qu'il puisse s'imposer durablement et rester au pouvoir. Il y a des mesures de concorde qui ont été prises
dans les mêmes conditions et dont la consécration et l'organisation d'un référendum qui était censé pardonner les islamistes prêts à se repentir pour entrer dans le cadre de la réconciliation. Mais pas tout, pas seulement. Indirectement, et ce qu'on ne disait pas, la loi d'amnistie était aussi à la faveur des généraux accablés par des rapports qui mentionnaient des exactions et des massacres dans lesquels ils étaient impliqués et qui a valu à l'Algérie d'être disqualifiée sur la scène internationale, du moins au niveau de la réputation. Et vous allez voir dans nos prochaines vidéos, nous allons vous montrer comment, à travers la manipulation de Belmokhtar, l'Algérie et la Mauritanie ont organisé eux-mêmes des attentats contre l'armée de Mauritanie pour déconsidérer les opposants islamistes modérés en Mauritanie, et comment l'Algérie va déplacer ce terrorisme du Maghreb au Sahel à la demande des Américains, et comment tout cela va évoluer jusqu'à l'intervention militaire française de 2013 qui va un peu bouleverser l'agenda américano-algérien.